Je vais essayer d'être le plus simple possible, le but étant, dans la suite de la présentation de Philippe Thiébaut ce matin et dans celle de Laure Haberschild pour les fonds de la bibliothèque, de montrer, parce que j'ai toujours l'impression que les gens connaissent bien nos collections, mais je me rends compte au fur et à mesure que ce n'est pas le cas, même quelquefois de gens qui fréquentent régulièrement le musée, ou moi-même d'ailleurs, des fois. Et on a profité justement de ce colloque aussi pour essayer de faire un récollement, de faire des photographies de certaines pièces qui n'avaient pas été photographiées et essayer de retrouver donc la totalité des éléments. Et ça a vraiment été une occasion. D'ailleurs, vous voudrez bien nous excuser parce que quelquefois les photographies ont été faites dans les réserves, dans des conditions pas toujours, mais au moins elles ont l'avantage d'exister. Et le but était de faire connaître à tous les amateurs ici et aux chercheurs l'amplitude des collections du musée. Elles sont d'autant plus intéressantes qu'elles suivent justement toute cette histoire sur la connaissance d'Hector Guimard, et elles sont très, on peut dire, symptomatiques quand même de toute cette évolution de la, je dirais pas de la notoriété, mais en tous les cas de la connaissance qu'on pouvait en avoir. Il y a certaines choses que moi-même j'ai découvertes, je ne savais pas que nous les avions, parce que comme vous avez pu comprendre, il y a la bibliothèque, il y a le musée de la publicité, il y a le musée de la mode, et donc quelquefois, nous sommes, enfin même toujours, nous sommes obligés d'aller voir partout ailleurs, donc dans ces différents départements, et donc j'ai eu la surprise notamment de trouver au musée de la publicité l'affiche de l'exposition de Guimard sur le Castel Béranger au Salon du Figaro en 1899. Pour l'instant, je n'ai pas pu remonter, il s'agit d'une collection, c'est un numéro d'inventaire 13 558, mais c'est l'inventaire du musée de la publicité. En fait, c'est un reversement de la bibliothèque, on a des échanges comme ça qui compliquent un peu les choses. Et pour l'instant, nous n'avons pas retrouvé l'origine à la bibliothèque de cet ensemble, enfin de cette affiche, qui l'a donnée, comment elle est rentrée dans les collections. Voilà, mais ça c'est... Nous allons continuer. Le premier achat au musée des arts décoratifs, c'est ce plateau pour carte de visite, qui est l'exemplaire du musée signé et daté 1909. C'est un bronze doré, certainement Paul Philippon. On voit ces caractéristiques de la qualité de ces réalisations. C'est en tant qu'il a été acheté par le musée au Salon des artistes décorateurs de 1911, bien qu'il soit daté de 1909. Et c'est ce plat-là, je pense, qui a eu la médaille de bronze à Turin en 1911. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que le pavillon de la France à l'exposition de Turin avait été organisé par l'Union centrale des arts décoratifs, ce qui est arrivé au début, souvent au début du XXe siècle. Les arts décoratifs en tant qu'institution étaient souvent organisatrices des participations françaises dans le domaine des arts décoratifs pour ces expositions internationales. Donc ça a été le cas à Turin en 1911, ça sera également le cas à Gand en 1913, et c'est à cet là le plat sera également présenté à Gand. Il y a un autre, vous avez peut-être vu ce matin dans les photos qui vont être présentées, un autre exemplaire qui se trouvait dans le salon de l'hôtel Guimard. Il y a une petite console et sur le bas de la petite console, vous aviez ce plateau dont l'exemplaire se retrouve aujourd'hui, je crois, au Philadelphia Museum of Art. Je ne suis pas sûre qu'il soit signé, daté, qu'il soit daté celui-là. J'ai vu mention d'un exemplaire daté de 1907, mais je ne sais pas si c'est une coquille, une erreur, ou si c'est la vérité, ne les ayant pas vus moi-même. Il y a quelque temps, j'ai découvert au musée de la mode ce tapis de table. Je l'ai découvert au musée de la mode parce que je l'ai vu reproduit dans un livre sur la broderie, et je suis allée chercher après. Donc, la photo, c'est celle qui existe, hein, je n'ai pas la totalité. C'est dénommé tapis de table et il fait 1,85 m sur 1,30 m. Il est très très proche de la nappe que l'on trouve au Met à New York, mais qui elle est beaucoup plus grande puisqu'elle fait 3,73 m sur 2,18 m. Mais le décor a l'air très très proche. Et donc c'est coton et lin.
Et ça a été acheté par le musée en 1912 à la maison Melville et Siffer, donc qui réalisait cette lingerie de table que d'ailleurs Guimard présente largement au Salon des artistes décorateurs en 1911. D'où certainement cet achat du musée à ce moment-là. Bien entendu, l'ensemble le plus important, c'est le mobilier de l'hôtel Nosal, mobilier qui avait été, enfin qui a, je dis, c'est toujours très délicat, qui a vécu pendant longtemps dans l'hôtel Nosal 52 rue du Ranelagh, qui avait été construit pour Léon Nosal et Marguerite et son épouse Marguerite Chanu. Donc c'est en 1937 que Madame Pézieux, donc la fille de Monsieur et Madame Nosal, leur fille unique, puisqu'il y avait un fils, Paul Nosal, décédé en 1903, quelques mois d'ailleurs après le mariage de sa sœur. Donc c'est Madame Pézieux qui, je crois que j'avais la lettre, qui écrit au musée pour proposer donc en 1937 que cet ensemble soit donné au musée des arts décoratifs. Et toutes les lettres, les échanges de lettres sont très très importants parce qu'ils nous donnent des informations, surtout quand plus de 50 ans se sont passés, des informations parce qu'on dit, et d'après les nombreux dessins, je crois qu'il y a 4 dessins qui sont de l'armoire qui sont conservés dans le film Guimard, cet ensemble est dit comme ayant été fait pour le couple Nosal-Pézieux. Donc on pensait qu'au moment du mariage en 1903, bien sûr, l'hôtel Nosal n'est pas terminé, mais on pensait que le jeune couple avait habité pendant un certain temps à l'hôtel Nosal et qu'ensuite ils étaient partis, et donc on avait très souvent dans les premières publications, on dit qu'il n'y a pas eu de mobilier réalisé vraiment pour l'hôtel Nosal. Petit à petit, on se rend compte que c'est pas tout à fait exact, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc cet ensemble, quand Madame Pézieux écrit, donc la fille, elle habite à ce moment-là avenue Victor Hugo, et elle a contacté le conservateur, comme suite à nos conversations de mercredi, je viens vous dire, je cite, que l'ensemble chambre à coucher style Guimard est à votre disposition et que vous pouvez le faire prendre dès mardi matin, 52 rue du Ranelagh. Donc ça veut dire qu'en 1937, la chambre à coucher était toujours dans l'hôtel particulier et que manifestement, elle ne l'avait jamais quitté, certainement jamais quitté. Donc ça demandera d'autres recherches, on va le voir tout à l'heure, je vais vous en reparler quand on va avoir le don des chaises de salle à manger. Donc voilà, et tout cet ensemble était là, et il est intéressant de noter qu'au moment où le musée est allé reprendre l'ensemble, il est noté que la garniture des chaises est en très très mauvais état, ce qui explique que les pièces et les tissus aient été changés, et que le musée a posé, ceci dit, ce sont des tissus Art Nouveau qui étaient dans les collections du musée, qui ont été remplacés. Donc vous voyez, c'est un ensemble très conséquent, hein, avec de nombreuses pièces, d'une qualité extraordinaire, hein, je trouve. Et bien que l'armoire soit très vermoulue, ce qui fait qu'on ne peut plus la déplacer, donc contenant cette armoire, le lit avec les tablettes incorporées, enfin qui se déplient, la petite table de nuit en fait qui sert, avec l'intérieur en marbre, donc c'était pour le peu de chambre, hein, faut bien dire les choses, et ces très intéressantes armoires vitrées triangulaires, ce ne sont pas des vitrines d'angle, hein, ce sont vraiment des vitrines triangulaires, avec cette chaise longue, le guéridon, et aussi d'autres chaises. Il y en a une qui est exposée là, mais il y en a une autre qui n'est pas présentée. Donc il faut savoir qu'à l'époque, c'est vraiment une chambre à coucher féminine, hein, parce que très souvent on le voit dans les recueils d'ornements de l'époque, dans les chambres à coucher, vous aviez souvent un côté salon avec chaise longue, coin lecture pour les femmes. Souvent c'était lié au cabinet de toilette parce que ces dames prenaient des bains, c'était très fatigant, il fallait qu'elles se
qu'elle se repose après. Enfin bon, il y a des textes comme ça sur l'aménagement des chambres de l'époque. Donc ça c'est très intéressant. Et là justement, ça c'est la photo en Roger Violet, vous voyez la façade de l'hôtel Nozal qui est vraiment un hôtel très très conséquent avec 3 étages, puisqu'on avait les rez-de-chaussée, je vais vous montrer, je crois qu'on a le rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage qui était occupé, parce qu'en plus du couple Nozal, le père et le fils, le père et l'épouse, et peut-être le jeune couple, était aussi logé Madame Chanu, donc la mère de Madame Nozal, qui avait un appartement sur le deuxième étage. Là, vous voyez justement l'appartement du premier étage. Donc, on peut penser que c'est la chambre à coucher de Madame qui se trouvait au centre de la façade, au premier étage. Donc, on peut penser que ce mobilier, effectivement, était présenté dans cet ensemble, alors que le bureau et la chambre, manifestement, de monsieur étaient sur le côté à votre droite. Oui, avec le bureau. Voilà. Donc, je vous passe rapidement. On sait combien les différents éléments de plus près. Donc, cette petite... voilà. On sait que Léon Nozal était un commanditaire très très important d'Hector Guimard. On l'explique quelquefois par le fait que Guimard était ami avec son fils Paul Nozal. Mais en tous les cas, l'achat du terrain pour l'hôtel avait été conclu en 1901. Le permis a été accordé le 21 juillet 1904. Et les travaux se sont déroulés de 1904 à 1907, oui, au moins. Et malheureusement, l'hôtel a été détruit en 1957, mais vous allez le voir, voilà. Pourtant, donc, il y a 4 dessins de l'armoire qui se trouvent dans le fonds Guimard, maintenant conservés au musée d'Orsay, mais nous avons retrouvé des éléments ici dans le fond de Guimard nouvellement découvert, et notamment pour la chambre à coucher. Alors ça reste à confirmer, mais vous voyez dans cette photographie du fond, on voit un rideau. Alors est-ce que c'est vraiment... Oui, ça a l'air d'être l'intérieur, on voit les corniches sculptées en haut de la photo, mais ça reste à déterminer. Ça pourrait être justement une vue de cette chambre. Manifestement, l'armoire que l'on voit à droite n'est pas celle que nous connaissons, parce qu'il y a un piétement que nous n'avions pas dans la salle précédente. Là, par contre, vous voyez une des chaises qui n'est pas exposée dans les salles actuellement, mais qui porte sa garniture d'origine, que l'on retrouvera également dans les exemplaires qui se trouvaient dans l'hôtel Guimard. Et vous voyez le petit guéridon extraordinaire, donc, qui complétait ce mobilier. Il semble aussi qu'il y ait eu un miroir, enfin une glace, que l'on aperçoit ici. Donc voilà la chaise longue et la chaise de la chambre avec leur tissu d'origine. Voilà la chaise qui n'est pas présentée dans les salles actuellement, mais avec le tissu Art Nouveau qui faisait partie des collections du musée et qui a certainement été retapissé avec ce tissu des collections au moment de leur arrivée au musée ou très rapidement après. Donc là aussi, la chaise longue a été retapissée. Là également, la chaise, ce modèle de chaise qui est d'une grande élégance, enfin, qui est très intéressant aussi, et qui vient, il n'y a qu'une seule chaise, hein, c'est juste qu'on vous a présenté les profils, parce que je trouve que c'est intéressant, tout ce travail justement dont on parlait un tout petit peu ce matin, de nervure, de cette façon de souligner les montants, et on voit à quel point c'est vraiment de la sculpture sur bois qui est faite, non seulement de la sculpture où on appose un décor, mais aussi où on travaille, où le bois suit la structure presque... Faire une chaise, c'est un travail d'ingénieur, il faut que ça tienne, il faut répartir les charges. Donc là, on voit à quel point c'est travaillé quand on voit les passages de la ceinture au dossier, et tout ça, c'est sculpté en plein dans le bois, avec bien sûr toutes ces parties hautes qui terminent et qui ont
des décors qui ne sont même pas des décors de fleurs ou de plantes. On dirait des espèces de décors de nodules, quelquefois de feuilles, vaguement, mais ça n'a plus rien d'identifiable. Mais en tous les cas, c'est la précision de la sculpture. Quand on a la chance de pouvoir regarder de très très près, le poirier est un bois très dur, et là, la finesse de la sculpture est extraordinaire. Là, alors là, c'est encore pire parce que, enfin pire, c'est encore mieux pour le petit guéridon, parce que là, on voit vraiment la qualité des gens qui travaillaient dans l'atelier d'art, donc qui travaillaient pour Guimard. C'est la façon dont ils utilisent le bois et les veines du bois pour rendre ce dynamisme du piétement, et ça, c'est vraiment absolument extraordinaire. Et le guéridon, il y en a un identique, je crois, au Montmartre à New York, mais qui présente quelques différences et qui semble être moins précis dans la sculpture et qui venait certainement de l'hôtel Guimard. En fait, on se rend compte que pratiquement les modèles étaient des modèles uniques, mais qu'on retrouvait Guimard garder à peu près pour certains des exemplaires. J'ai oublié de vous dire que cette chaise est signée et datée 1904, donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui prouve bien que tout ce mobilier a été réalisé justement autour de 1904, puisqu'on trouve certains éléments signés et datés. Donc le guéridon. Et voilà, donc à travers la sculpture et le travail du bois, justement, je faisais allusion à ces ateliers d'art, et on en voit ici dans les dessins qui sont du fonds Guimard, cet ornement publicitaire, donc sur la construction, la décoration, ameublement et objets d'art style Guimard, et on voit la référence donc pour les bureaux au Castel Béranger, donc, et les ateliers d'art rue Perrichon. Donc là aussi, c'était un lien avec nos Alpes, puisque l'hôtel, enfin la villa de la rue Perrichon était habitée par un peintre, mais derrière se trouvaient les ateliers de Guimard, auxquels il rajoutera plus tard un autre bâtiment sur le côté que l'on peut voir à l'exposition de l'hôtel Mezzara, puisque le cercle Guimard a retrouvé une vue justement de la façade de ses ateliers au moment des inondations de 1910, ce qui est vraiment extrêmement intéressant. Je ne dis pas qu'il faut y aller rien que pour ça, mais déjà pour ça. Et il y a une maquette aussi, il y a une maquette de l'ensemble de la rue Perrichon qui permet de bien voir où étaient situés les ateliers. Donc voilà. Et j'ai eu la chance, dans les dossiers du musée, on trouve toujours plein de choses quand on retrouve dans nos dossiers accumulés. Il y avait une petite note d'un de mes collègues, Jean-Luc Olivier, du Vert. Il avait mis un album Massier, numéro tant, publicité Guimard. Et donc, je suis allée voir, et voilà ce que j'ai retrouvé. Donc, apparemment, je ne sais pas si vous connaissez, mais on va le voir en entier tout à l'heure, c'est collé en plein, et c'est une publicité qui a dû être éditée au moment du Salon d'automne, donc je pense de 1904. Et donc, on présente, pardon, j'ai fait moi-même la photo avec mon smartphone, je ne suis pas très douée pour la photo. On voit donc cette salle à manger qui est présentée. Alors, je présume qu'elle était c'est vraiment la présentation au Salon d'automne de 1904. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est bien marqué salle à manger style Guimard, et en dessous, on voit pour renseignements sur place s'adresser à monsieur Chêne et Simonson, donc secrétariat du salon. Donc pendant un moment, je me suis dit, est-ce que ces gens-là, Chêne, sont des gens qui travaillaient avec Hector Guimard? Je pense que c'est plutôt des gens qui représentaient le secrétariat du salon qui était sur place. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est voilà, la totalité du document tel qu'il est collé dans l'album Massier, et on voit bien que c'est un dépliant en deux parties sur lequel vous avez sur la face cette publicité pour la salle à manger présentée au salon d'automne, et sur le revers donc la publicité, enfin l'encart publicitaire que l'on retrouve pour les ateliers d'art. Donc voilà, c'était pour moi, je voyais ce document pour la première fois, donc voilà, et c'était très intéressant. Donc,
ce que je vous disais pour la chambre à coucher, on a longtemps cru que c'était le seul mobilier qui avait été dessiné par Guimard pour l'hôtel, parce que certains descendants nous avaient dit que les Nosal avaient préféré rester dans leurs meubles, mais je pense que ça a été le cas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres choses. Et on en a une preuve, puisque Léon Raffin, qui est le gendre de Madame Pézieux, qui avait épousé Simone Pézieux, la petite fille du couple Léon et Marguerite Nosal, propose de donner en 1946 au Musée des Arts Décoratifs 2 chaises de salle à manger. Et là, encore une fois, donc cette salle à manger qui se trouvait au rez-de-chaussée de l'hôtel. Vous voyez dans la partie centrale, et ça c'est intéressant parce que vous en parlerez, donc le grand vestibule, je ne sais plus si c'est la bibliothèque à gauche, le salon de l'autre côté ou le billard. Et la salle à manger se trouvait à droite, sur l'arrière, l'autre pas sur la façade, mais sur l'arrière de l'hôtel Nosal. Voilà, j'espère que vous voyez. Et merci, on n'est pas équipé. Voilà, c'est ça. Donc, c'est d'autant plus intéressant que, bien que je l'ai demandé à Madame Pézieux quand je l'avais rencontrée en 1985, au moment où on réinstallait les salles du musée, comme on l'avait pour beaucoup d'ensembles et de périodes rouges du musée, je lui ai demandé s'ils avaient des photographies de cet ensemble in situ. Malheureusement, elle n'a pas pu m'en procurer. Mais là, du coup, avec les redécouvertes qui ont été faites sur les fonds, là, c'est le 2e étage où vous pouvez voir sur la droite l'appartement qui avait été réalisé dès l'origine pour la belle-mère de Léon Nosal, donc la mère de Madame Nosal, Madame Chanu. C'est un nom qu'il faut retenir parce que c'est vrai aussi que Guimard a réalisé à Auvers-sur-Oise, la maison d'Auvers-sur-Oise, a été réalisée pour le frère de Madame Léon Nosal. Et donc le fils de Madame Chanu Je n'ai pas les dates de décès de Madame Chanu, donc en tous les cas, il y avait 2 appartements, donc peut-être qu'on peut penser que le jeune couple Pézieux a peut-être habité à un moment dans ces parties-là. Voilà. Et donc quand Monsieur Pézieux et sa femme, enfin sur les lettres, la correspondance, l'échange est avec Monsieur Pézieux. Monsieur Pézieux est alors domicilié 52 rue du Ranelagh. Donc, sachant qu'on propose la chambre à coucher en 1937, que Madame Léon Nosal est morte en 1939, on peut penser qu'à ce moment-là, ce sont les petits-enfants, le couple Pézieux-Raffin, qui est allé habiter dans l'hôtel Nosal à ce moment-là, puisqu'ils étaient encore en 1946. On sait également, enfin moi j'ai trouvé note dans les catalogues des expositions de 70-71, puisque c'était une exposition itinérante, qu'on notait qu'il y avait eu des transformations en 1937 et en 1955. Je ne sais pas si on a retrouvé des traces. Oui, donc il y a eu des transformations à ce moment-là, donc ce qui est un peu, on peut penser, concomitant à ces dons. Et on a eu la chance aussi d'identifier dans les archives retrouvées, dans les photos retrouvées à la bibliothèque, justement, grâce à la présence de cette chaise de salle à manger devant ce meuble, et le lustre aussi, que cet ensemble, cette salle à manger, était certainement le décor de la salle à manger de l'hôtel Nosal. En tant que tel, Georges Vigne aussi l'a publié dans son livre aux éditions du Patrimoine. Je n'ai pas pris l'autre, j'ai pris celle-ci qui est plus précise. C'est pas la salle à manger, c'est le hall. C'est le hall, là. Ben, je me suis demandé, c'est le hall. Et qui conduit à la salle à manger. Donc vous voyez, avec ce meuble un peu particulier, ce meuble vitrine, hein, qui est là sur la droite. Et on a une autre vue comme ça qui est prise dans l'autre sens, et on voit justement le photographe, et on voit la vue donc sur l'extérieur, sur la fenêtre. On voit que c'est, mais là on voit, il me semble que c'est pas une porte-fenêtre, c'est une fenêtre parce qu'il y a un soubassement. C'est un meuble qui couvrait tout. Et les tiroirs on met les chaussures. Oui, mais dans le reflet. Dans le reflet.
On voit la fenêtre. Non, mais il y a un miroir. Il y a des miroirs. Oui, il y a des miroirs. L'extérieur. Et là, on voit que le photographe et l'appareil sont placés devant une fenêtre. Voilà. Donc, voilà. Devant la porte d'entrée. Voilà. Donc là, je ne suis pas allée... j'ai pas placé, j'ai pas positionné sur le plan, mais c'est à faire, certainement. Et dans les photographies, on a parlé, Philippe Thiebaud a parlé ce matin justement de tous ces dessins pour les lustres, la lustrerie. Et justement, dans les fonds qui ont été redécouverts à la bibliothèque, il y a un certain nombre de dessins de gouache pour les lustres, et notamment celui-ci qui semble très très proche de celui qu'on voit donc dans le vestibule de l'hôtel Lausanne. Donc voilà les fameuses chaises, en cuir bien entendu, avec leur cuir d'origine, ciselé, gravé. C'est traditionnel hein, dans les salles à manger à cette époque-là. Les chaises étaient recouvertes de cuir, ce qui se comprend parce que des garnitures en soie autour d'une table, c'est un peu difficile. Et et il faut savoir que bien sûr c'est ces deux chaises de salle à manger qui ont été données en poirerie et cuir, qui ont été... alors ce que je ne comprends pas dans les fiches du musée, que je n'ai pas éclairci pour l'instant, c'est qu'au début quand elles sont rentrées, elles ont été datées vers 1900, et tout d'un coup est apparue la datation de 1913, sans que je n'en trouve aucune justification. Donc voilà. Bon, c'est vrai que je pense que tout ce travail et cette salle à manger, si elle a été faite, a priori, on pense que c'est au moment de la construction et de l'ameublement de l'hôtel Lausanne. Mais voilà, ça demanderait de plus amples recherches. Et donc, depuis... bon, je voulais juste vous dire aussi, depuis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai retrouvé d'autres exemplaires de ces chaises existent, notamment aux États-Unis, où ils ont été sur le marché de l'art dans les années 1985, et elles ont été rachetées par des musées. 4 ont été rachetés par un musée: le musée de Chicago, le musée de Saint-Louis, le musée de Toledo et le musée de Cleveland. Donc voilà, et ce sont les mêmes chaises, et ce sont des achats dans les années 1985, ce qui porte à 6 le nombre de chaises de salle à manger. À chaque fois, pour les salles à manger, c'était 6 ou c'était 12. Donc, on peut penser, à moins qu'il y en ait eu 12, on peut penser que là, la série est complète. Juste pour rappel, donc, je vous montre les différents édifices réalisés par Imar pour les Nosal, notamment les usines et les entrepôts qui se trouvaient à Saint-Denis. La fortune des Nosal venait du commerce des fers, des poutres métalliques, et beaucoup de ces entrepôts se trouvaient à Saint-Denis, qui était vraiment une région industrielle et qui compte encore aujourd'hui, enfin qui comptait encore il y a pas si longtemps, beaucoup d'entrepôts et ce genre de grands halls, vous vous souvenez certainement, de la maison Christophe et de l'installation de la maison Christophe qu'ils ont quitté depuis. Voilà, et vous voyez la façade, le dessin des archives de Paris, de la façade de l'atelier de l'hôtel particulier de la rue Perrichon et prolongé. Donc c'était un artiste peintre qui a vécu pendant très très longtemps dans cette partie-là, les ateliers étant fixés ailleurs. Une autre commande, bien entendu, de Nosal, c'est la villa La Surprise à Cabourg. Donc vous voyez là, et d'autres photos qui ont été faites par Alain Blondel à l'époque, un morceau important. Donc voilà ces pièces importantes pour cette première partie. Donc avec le don Raffin en 1900, je ne sais plus, c'est 46 ou je ne sais plus tout d'un coup. Donc ensuite arrive justement, on revient sur 1948 et donc Madame Guimard, donc quand elle vient à Paris, et c'est très surprenant parce que quand on voit la totalité des pièces qui se trouvaient déjà au musée des arts décoratifs et qui
cet ensemble aurait pu être présenté de la même façon que certaines pièces venant de chez Guimard avaient été présentées à l'exposition 1933 au Musée des Arts Décoratifs sur le décor de la vie. On aurait pu penser qu'en 1937, il y a eu à nouveau une série, mais le délai chronologique n'était plus le bon, donc l'ensemble n'a pas été présenté dans cette exposition-là. Mais on aurait pu penser que Madame Guimard pouvait connaître cet ensemble, mais comme ils étaient aux États-Unis, effectivement, ils n'ont peut-être pas ils n'ont pas su que la famille Nosal avait donné l'ensemble de la chambre à coucher au Musée des Arts Décoratifs. Donc, ce qui explique un peu, Laure vous a expliqué un petit peu ce matin, mais on découvre tout d'un coup, manifestement, il y avait eu des échanges avec Madame Guimard pendant l'été, puisqu'on a une lettre, enfin une carte manuscrite de Madame Guimard datée du 15 juillet 1948, dans laquelle elle s'adresse bien sûr au conservateur du musée, où elle le remercie de votre lettre du 20 juin, ou du 29 juin, je crois. Je n'ai pas retrouvé pour l'instant cette lettre, où elle le remercie de son appréciation, de l'appréciation qu'il fait de l'œuvre de M. Guimard, ce qui veut dire que Madame Guimard avait reçu de la part du Musée des Arts Décoratifs un accueil très chaleureux par rapport au travail de son mari, c'est ce qu'on peut en déduire de ce qu'elle écrit, et elle précise « J'ignorais que vous aviez aux arts décoratifs du mobilier », point d'exclamation. Donc, ce qui explique que finalement, quand elle arrive à Paris, elle a déjà beaucoup distribué les pièces de mobilier aux différents musées qu'elle a contactés, aux musées américains. Et elle précise, j'ai peu de belles pièces qui me restent, cependant il y a une horloge et une stèle qui sont toutes deux belles et parmi les dernières créations. Si cela vous intéresse pour votre musée, je vous les offrirai. Voilà, pardon, excuse-moi, mais là, je n'ai pas beaucoup de lumière, donc j'ai du mal. Voilà, donc ça donne, c'est ce que disait Laure ce matin, manifestement, elle est venue d'abord à la bibliothèque pour proposer les documents et les livres, et c'est le conservateur de la bibliothèque qui va la renvoyer sur le Musée des Arts Décoratifs, ce qui explique ce délai, et le fait que quand elle se présente pour donner des pièces au Musée des Arts Décoratifs, il ne lui reste plus beaucoup de mobilier, apparemment. Donc, on avait beaucoup de malchance parce qu'apparemment cette lettre du 15 juillet 1948 n'a pas été suivie des faits. Du coup, on a une autre lettre du 3 décembre et nous n'avons pas retrouvé la lettre officielle de Madame Guimard dans les archives de l'inventaire, parce que c'est une copie que nous avons, qui a été envoyée le 3 décembre 1948 par Madame Chen, donc cette amie de Madame Guimard, qui, une fois Madame Guimard repartie à New York, va continuer à suivre les dossiers pour son amie. Et là, elle écrit au directeur « Je me permets de vous rappeler la lettre de mon amie Madame Guimard, dont inclut la copie. Je reste à votre disposition pour un rendez-vous au garde-meuble Bedel en vous priant de croire, voilà, et la formule de politesse. » Et là, à ce moment-là, est-ce que les courriers s'étaient égarés? Est-ce qu'il y a eu un oubli du musée, ce qui peut arriver? Là, à ce moment-là, le conservateur va réagir très rapidement. Je ne trouve plus, voilà. Et le 17 décembre 1948, on envoie la lettre de remerciement pour dire qu'ils sont la lettre de remerciement à Madame Guimard, qui est alors domiciliée 37 East 54e rue à New York, pour remercier Madame Guimard. J'avais dit, avec Madame Chen chez Bedel pour voir les meubles de votre mari qui pourraient convenir au musée. D'accord avec elle, j'ai seulement choisi la grande horloge dont vous m'aviez d'ailleurs parlé, qui je crois représentera très dignement, à côté d'autres œuvres que nous possédons, le talent très personnel d'Hector Guimard. Je suis heureux de pouvoir exposer dès maintenant ce beau meuble et je vous remercie très vivement de votre don généreux. Donc vous voyez, le musée n'a pas eu beaucoup de chance
C'était pas la première fois, je crois que ça n'a pas été la dernière fois. Cette mésaventure nous est arrivée il n'y a encore pas si longtemps avec d'autres familles d'artistes qui ont proposé des œuvres à tous les musées de France, en oubliant le musée des arts décoratifs. Il y avait pourtant une collection déjà conséquente et surtout des achats à l'époque et du soutien pour ces artistes. Donc, donc ce qui explique qu'on n'ait eu qu'un seul don en 1948, mais dans les collections du musée se trouve un certain nombre de pièces qui sont rentrées par le biais de la bibliothèque. Tout ce qui était objet, comme tout ce qui est dessin, en principe, sont reversés au cabinet des arts graphiques ou dans les collections du musée des arts décoratifs, et notamment la fameuse maquette que l'on peut rapprocher, justement, ce qui est intéressant, parce que dans la disposition des fenêtres, elle ne correspond pas tout à fait à la maison du square Jasmin, mais par contre, on peut la rapprocher de certains plans qui se trouvent, qui viennent justement de donations de Madame Guimard, et plans de maison ouvrière à Malabry, qui se trouve à la Avery Architectural and Fine Arts Library, donc à l'Université Columbia à New York. Et cette maison standard, donc toutes ces maisons standards, ce qui est très intéressant parce que c'est l'autre partie de la carrière d'Hector Guimard qu'on connaît moins, et tous les brevets qu'il a déposés pour ces systèmes justement de maisons standards dans les années 20-22, où quelquefois il n'était pas lui-même architecte, mais plus ingénieur et intermédiaire, puisque notamment sur ces maisons ouvrières standards, des noms d'autres architectes sont précisés. C'est notamment, que je retrouve, je les ai notés, je les avais notés. Si, Arvidsson, le fameux architecte de la rue Campagne Première, ami de Ruhlmann, d'autre part, Bassompierre et Ruté. Donc voilà, qui étaient associés là. Donc à cette bibliothèque, il y a bien d'autres plans justement des maisons standards, et ça c'est intéressant. Voilà, et donc la distribution des fenêtres en tous les cas correspond, et des portes correspond à ce plan, ce style, c'est le modèle, le type K. Voilà. Bien entendu, ce que je vous disais, c'est que les dessins, les gouaches du don fait à la bibliothèque ont été reversés lors de sa création au cabinet des arts graphiques, notamment les différents dessins qui avaient été faits par Guimard lors de son... on a des dessins, des relevés de 7 maisons en Angleterre, lors de son voyage d'études qu'il avait fait en l'été 1894 en Angleterre. Donc je vous les passe rapidement. Ils sont connus, beaucoup ont été... en été 1895, il fait donc ce voyage à Bruxelles dont nous avons déjà parlé pour la rencontre avec Horta, et il dessine justement l'hôtel de M. Paul Ancard, ici, que vous voyez ici. Donc on a dans ces dessins des traces justement des premières années du travail d'Hector Guimard et de ses recherches. D'autres dessins qui sont très intéressants, c'est justement ces 4 photographies de dessins qui ont été apparemment repris à la plume, et qui sont intéressants parce que ce sont ce qui a servi pour l'impression, je pense, du catalogue des villas style Guimard que Guimard présente au Salon d'automne de 1907. Et ce matin, Laure vous a montré un des dessins qui est daté de 1906. Et dans ce catalogue, Guimard présentait 14 édifices types, et vous trouverez Philippe Thiébaut a détaillé justement les différents types de ces présentations dans le petit livre Gallimard Découverte qu'il a consacré à Hector Guimard, à peu près au même moment que l'exposition du musée d'Orsay. Voilà. Et il y a le catalogue a existé, puisqu'on en trouve un exemplaire, je crois, à la bibliothèque du musée d'Orsay. Donc c'est le seul exemplaire qu'on connaît, autant que je sache. Là c'est marqué 1904, hein, mais c'est pas ça, c'est 1907. Nous sommes mis d'accord là-dessus tout à l'heure. Bien sûr, il y avait des dessins de gouache, et notamment ces 5 dessins qui étaient, comme on vous l'a dit, déjà préparés et collés sur un carton,
qui sont des décors de frise. Alors, on en retrouve dans l'autre versement qui a été retrouvé. Et voilà, ce sont des panneaux décoratifs. Certains peuvent être... Alors, tout se pose la question, est-ce que ce sont pour des papiers peints? Est-ce que c'est pour des peintures au pochoir sur les murs? Parce que tout ce matin, on en a vu, ça peut être des peintures au pochoir sur le haut des murs et sur la base des murs. Donc là, il y aura un travail plus précis à faire. Mais ça fait un moment qu'ils sont... D'autres, par exemple, ce plan qui était, là j'avoue que mes yeux sont très, un plan d'un immeuble de rapport, l'immeuble de rapport de la rue François Millet, donc qui se retrouve justement dans ce fond. C'est pour vous dire la diversité de ces ensembles, avec aussi justement ce qui est intéressant, c'est de retrouver des dessins plus tardifs, et notamment les plans, le projet de monument commémoratif de la victoire de la Marne à Mont-de-Bon, auquel Guimard avait participé en 1927. Il ne l'a pas gagné, c'est pas lui qui a été construit, mais il paraît que dans l'ensemble, toutes les propositions étaient mauvaises, assez mauvaises, hein, c'est les articles de l'époque. Mais en tous les cas, on en trouve la trace ici avec ces deux dessins. Donc voilà, enfin, l'horloge de parquet en chêne, que donné, bon, finalement, le seul meuble donné par Madame Guimard au Musée des Arts Décoratifs, donc en 1948. Elle a été longtemps exposée, elle ne l'est pas actuellement, et ça vient bien entendu de l'hôtel Guimard, puisqu'on voit une horloge de parquet comme ça dans le vestibule, et il y en avait une autre à l'étage. Je ne vous ai pas montré toutes les photographies en relation avec les pièces, parce que ça aurait été très long. On a un autre don qui apparaît donc en 1955. À ce moment-là, ça va être, c'est la famille Pézieux, la petite fille qui donne un certain nombre en 1955, donc à un moment clé un petit peu de l'hôtel Nozal, qui donne un certain nombre de pièces personnelles et notamment des cadres chevalets. Vous avez vu dans les photos, il y en a un, vous allez voir, qui a été reproduit dans les photos. On retrouve dans les photos ce double cadre chevalet en poirier avec les initiales, non pas NP, moi je lis MP, ça peut être Marguerite, enfin voilà, Pézieux, voilà, ou famille Pézieux. Ça ne peut pas être Marguerite Pézieux, puisque ma grand-mère, c'est Madeleine. Caroline, Madeleine Pézieux. Ah oui, c'est Madeleine. Donc là, c'est, voilà. Donc en tous les cas, sur certaines fiches, il a été publié avec comme initiale NP. Or là, c'est pas NP, c'est manifestement MP. Voilà. Donc celui-ci. Ensuite, le cadre chevalet en bronze argenté, qui lui porte, dont on dit qu'il était le cadre mortuaire de Paul Nozal, et qui lui porte bien les initiales NP, comme vous pouvez le voir ici. Un troisième, il y avait un troisième cadre à peu près semblable à celui-ci, mais en bois, qu'on a vu sur les photos tout à l'heure, et qui porte juste la lettre N, Nozal. Et elle donne aussi à ce moment-là la paire de vases en bronze doré, importante, qui sont cette paire de vases qui sont, voilà, les deux vases en bronze doré, qui sont eux aussi là signés et datés 1903. Donc il y a d'autres exemplaires qui étaient dans l'hôtel Guimard et qui ont été donnés aux États-Unis par Madame Guimard, mais je ne pense pas qu'ils soient datés alors que ceux-là le sont. De 1903, ben voilà, pardon, ils étaient juste mal rangés, c'est de ma faute. Voilà le troisième cadre, donc en poirier, avec simplement le N. Et là, vous pouvez voir sur la qualité extraordinaire de la sculpture du poirier, ça c'est sûr. L'autre, donc là, on est sur... j'ai suivi chronologiquement hein, donc, ces donations. L'autre grand moment justement de ces ensembles. Là, après 1948-1955, il y a un grand blanc, ce qui est à peu près normal. Et malheureusement, les autres dons vont être le fait de Ralph Culpeper en 1966 et 1969. Et donc, à ce moment-là, ça va être pour donner des fragments qu'il récoltait ou qu'il trouvait au moment des démolitions.
Alors pour les choses qui ont été données en 1966, on n'a pas d'identification, mais il y a certaines choses qu'on peut reconnaître. Enfin, alors là, on ne sait pas si ce sont des plats pour des décorations, pour des cheminées. Là, tout ça, il faudrait pouvoir le faire. Ça me fait penser quelquefois aux fameuses caisses de modèles qu'on n'a pas retrouvées. Voilà, donc ici, on a tous ces moulages, ces fragments. Voilà, certains comme ici les plaques revêtements de Bigot, on en retrouve des exemplaires au Castel Béranger, hein, et on peut identifier justement sur les reproductions du Castel Béranger certaines choses. Donc là, tous ces ensembles. Le dernier, celui que vous voyez en bas avec des cristallisations, est justement très très proche du hall du Castel Béranger. On trouve ces carreaux, on a 4 carreaux de Landrizy, donc sans savoir d'où ils viennent, et on a 2 pierres de verre de Garcher. Oui, ça doit être ça, parce qu'on a une poignée aussi qui vient du 17 rue La Fontaine, donc c'est rue La Fontaine. D'accord, donc ça c'est plutôt la rue La Fontaine. À un moment, dans une des fiches, à ce moment-là, il y a certaines pièces, et notamment pour les pierres de verre de Garcher, où il est indiqué que ça viendrait du dépotoir du jardin de la Guémardière, à Vaucresson. Donc, ce qui est aussi intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de fragments de verre. Donc, alors là, est-ce que c'est Néret? Mais Néret faisait du verre plat, alors que là, on est devant vraiment des verres tout à fait en relief, tout à fait spécifique. Donc là aussi, ça demanderait des recherches. On a une applique que l'on retrouve donc dans les luminaires que l'on connaît. Et là, c'était vraiment une applique parce qu'à l'arrière, on a vraiment, elle est en demi-lune, elle est en bronze doré, enfin la dorure est partie, mais à l'arrière, on a vraiment, c'est en demi-lune, et à l'arrière, on a une traverse avec des orifices de fixation. Et bien entendu, là, tous les ornements en verre ont disparu et ça nous a été donné tel quel par Ralph Culpeper. Alors, on a des crémones aussi, des éléments de crémone qui se retrouvent notamment là, et on va en retrouver d'autres en 69, que l'on retrouve bien entendu sur l'album du Castel Béranger. Là, cette poignée de porte, alors il n'y a que sur cette poignée de porte qui a été reporté justement le fait que cette très belle poignée de porte venait du 17 rue La Fontaine. Voilà, et elle porte les initiales RG, donc le fabricant, puisque pour les bronzes, c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, on trouve les initiales des fondeurs. Je me souviens être allée du côté de la Bastille pour retrouver justement quelqu'un qui avait des modèles encore, donc en 85, je crois. Voilà. Et l'autre don en 1969 de Ralph Culpeper, compte tenu de la date, concerne donc le Castel Henriette. Ce sont des morceaux qu'il a pu récupérer comme Alain Blondel et Yves Plantin lors des démolitions. Enfin, ils allaient fouiller les gravats, hein, ils passaient derrière. Donc avec ces panneaux de plafond, alors je ne sais pas si c'est ce qu'on appelait le fibro-cortcoïna, donc c'était la maison Lantillon et compagnie, voilà, et que l'on retrouve, ça je vous les ai montrés après, que l'on retrouve pour certains dans l'album du Castel Béranger. Merci alors de m'avoir fait ça plutôt. Voilà, donc ces éléments-là, et ça ce sont vraiment des éléments qui lors des déménagements de nos réserves étaient restés en caisse et qu'on a vraiment ressorti, photographié. Mais ce sont des photographies de réserve, hein, mais elles ont le mérite d'exister. J'espère qu'un jour on pourra faire de bonnes photographies. Donc voilà. Et ici, ces consoles de corniche que l'on retrouve partout au Castel Béranger, qu'on trouve encore et qu'on trouve reproduit également dans l'album, et que l'on trouve encore au Castel Béranger et qui là venait donc du Castel Henriette. Un grand panneau de boiserie, donc venant du Castel Henriette, avec cette couleur typique, ce vert très délavé de Guimard. C'est intéressant parce que là, on a les couleurs, et malheureusement, c'est très difficile à obtenir. Il n'y a qu'à voir le résultat de la salle là-haut, c'est pas vraiment
Pourtant, on s'était servi de ce modèle-là, mais le résultat n'a pas été très bon. Voilà, et donc là, les carreaux de revêtement, les pierres de verre de Garcher sont bien indiqués comme venant de la salle de bain. Et là, ils étaient en fait utilisés en frise à mi-hauteur, ça c'est précisé dans le rendu qui a été fait. Et bien entendu, des éléments de crémone que vous voyez là, donc les pièces, c'est la même photo, hein, une photo en noir et blanc, et là c'est la photo qu'on a refaite récemment en couleur, où on voit encore cette couleur verte, et que l'on peut re-identifier sur les planches du Castel Béranger. Donc voilà pour les deux dons importants de Ralph Culpeper, qui fréquentait très régulièrement le musée, qui a beaucoup travaillé avec Yvonne, et qui nous a donné beaucoup de ses archives. Donc la plupart des archives, je ne sais pas si c'est la totalité, mais ces archives qui étaient dactylographiées sur des papiers plures se trouvent en grande partie au musée des arts décoratifs. À cette période, voilà, ça c'est une période à cette période-là va correspondre après la période justement des expositions de 70-71, enfin l'exposition itinérante, comme vous a dit, de Guimard, même si au musée des arts décoratifs, Hector Guimard n'était pas le seul. Et là, nous devions être très riches à l'époque. Le musée des arts décoratifs a pu faire un achat d'un vitrail d'intérieur des Gévril, donc la maison de campagne dans le Loiret de Monsieur Roy, et donc avec ces verres plats et colorés de Georges Néret, et d'autres vitraux presque semblables, enfin avec se trouvent dans les collections du musée d'Orsay, sachant que le musée des arts décoratifs a acheté ce vitrail d'intérieur à la vente Godot Solanais Audap en 1967 pour la somme de 9 400 francs, voilà, à l'époque. Le pied de fauteuil de la salle Imbert de Romans est rentré dans les collections à ce moment-là. C'est un don de la Galerie du Luxembourg en 1979, donc d'Alain Blondel et Yves Plantin. Et c'est une pièce très très importante aussi pour nous. Les autres choses, c'est qui ne sont pas présentées faute de place, c'est les éléments du métro, puisqu'on a une enseigne et une plaque de flanc d'entourage. Et là, ce sont des dépôts qui avaient été faits par la RATP au moment des expositions en 1971 et qui s'est transformé en don grâce au PDG de l'époque, qui était M. Veil, donc le mari de Mme Veil, Simone Veil, en 1984. Voilà. J'ai dû dépasser largement, je ne sais plus. Donc voilà les pièces que je pouvais vous présenter des collections du musée des arts décoratifs, en sachant que j'ai pu repérer, mais à cause de nos nombreux déménagements de réserve, je n'ai pas pu retrouver pour l'instant 3 cadres de miroirs en poirier en bois doré. Du mal à les retrouver parce qu'ils n'étaient pas inventoriés, donc là il faut vraiment que je les retrouve et que je les inventorie. Madame Simone Raffin-Pézieux avait fait une donation aussi au moment de la réinstallation des salles en 1985 de 3 photographies justement pour aller dans les cadres que nous avons, donc une photographie de Paul Nosal, une autre de Madame Léon Nosal. Et d'autre part, ce que je n'ai pas pour l'instant, c'est que le musée des arts décoratifs avait inventorié tous les agrandissements photographiques qui avaient été faits pour les expositions des États-Unis, de New York, de Paris et de Münster, qui avaient été faits d'après les photographies, les prises de vue de Laurence Sully-Jaume. Et il y avait 48 photographies noir et blanc et 12 en couleur, avec des formats différents. Il suffit de vous reporter au catalogue. Il n'était pas dans les catalogues de New York en 70, mais il se trouve répertorié dans le catalogue français en 1971 et dans le catalogue de Münster. Donc c'était des agrandissements contre-collés sur contre-plaqués, avec des tailles vraiment très différentes, puisque ça pouvait aller à plus d'1 mètre, à 1 mètre de hauteur, et des photos plus petites. Certaines sont parties avec les dessins Guimard au musée d'Orsay, donc on a eu 2 ou 3 grandes photographies qui se trouvent dans les réserves du musée d'Orsay, mais nous aimerions bien les retrouver.
J'ai essayé de les retrouver justement pour aider le Cercle Guimard pour l'exposition dans l'hôtel Mezzara. Malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps et je ne sais pas d'ailleurs si je... Vous savez, des grandes photos contre-collées, surtout contreplaquées, au bout d'un certain nombre d'années, c'est quand même pas évident. Et compte tenu de nos problèmes de réserve, je ne suis pas sûre que quelqu'un n'ait pas décidé un jour de les jeter. Mais ceci dit, je les cherche encore, je les cherche toujours et j'ai d'autres pistes, donc je vais continuer. Et je voulais terminer en vous disant que justement, on espérait que cette journée apporterait de nouvelles choses pour la recherche sur Guimard. Et peu de temps avant, alors que nous étions en train d'organiser cette exposition, nous avons été contactés, certains d'entre nous, et le musée aussi, pour ce projet d'exposition justement aux États-Unis, autour du musée de Chicago, sur une exposition sur Hector Guimard. Bon, je pense que ça va être beaucoup les collections américaines, ça ira à Chicago et peut-être au Cooperhead à New York. Mais qui sait, en tous les cas, on espère qu'elle pourra voir le jour et qu'on aura l'occasion d'aller la voir ou tout au moins d'en admirer le catalogue. Je vous remercie de votre attention.